Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 351 de Sur la Terre des Hommes avec le professeur Roussel. Comment allez-vous? Bonsoir, Jay. Bonsoir à toutes et à tous et à ceux, nos auditeurs présents et du futur aussi qui Et vont du nous écouter. futur, oui. Aujourd'hui étant le 4 septembre 2025. Oui, absolument. Ça va très bien toi-même? Oui, ça va bien, mais comme je t'ai dit tantôt, aujourd'hui, c'est un feu roulant, ma vie. Mm. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une journée comme ça où dès 6 heures du matin jusqu'à mon dodo, je n'arrête pas. Ça faisait bien longtemps, mais je suis très en forme, dangereusement en forme pour cet épisode, mon cher professeur Roussel. Et vous, oui, ça va bien? Oui, ça va bien. Puis écoute, comme plusieurs de nos auditeurs aussi qui sont dans le domaine, auditeurs, auditrices qui sont dans le domaine de l'enseignement, on est tous en période de rentrée. Donc, le 4 septembre, ça peut difficilement plus rentrer que ça. Oui. Ouais, moi, j'ai donné mon premier cours de la session hier. Je suis content. Je pense que j'ai un bon groupe. J'ai l'impression que ça va bien aller. Tant mieux. Tant mieux. Moi aussi, j'ai des bons groupes cette année au secondaire. On s'entend, c'est pas la même tranche d'âge que toi. Là. Mais non, mais quand même, la mission fondamentale demeure la même. Puis, tu sais, on a quelque part les mêmes obligations de résultats. Exactement. Puis en parlant, ça me fait penser, Stéphane, en parlant de mission fondamentale du professeur comme toi, de l'enseignant comme moi, on a perdu un gros morceau hier. Oui, avec le décès de Guy Rocher, effectivement. Le père, je crois, de l'éducation moderne au Québec, Guy Rocher, un des grands penseurs de l'éducation au Québec, signataire du rapport parent. Celui qui a fait en sorte que l'école d'aujourd'hui, à l'école, eh bien, ce n'est plus des frères et des sœurs qui vous enseignent, mes enfants. Grâce à ce monsieur qui est décédé à 101 ans. Je n'ai jamais réalisé quel âge avait Guy Rocher. Je te dirais, comme professeur, comme enseignant, je suis jaloux des gens de cette période-là. Parce qu'ils étaient dans une époque où ils ne savaient probablement pas, mais que tout était à faire, tout s'ouvrait devant eux. Ma mère a été la première femme, je pense, qui a été diplômée en psychologie au Québec. Ah oui? Oui, on parle de 1969, je pense, quelque chose comme ça. Ah ouais? Comme les gens de cette génération-là, les chercheurs, les intellectuels, les novateurs, il y avait surtout quand on connaît ce qui va se produire par la suite, à partir des années 80 où ça va se refermer. Mais nous, moi, je suis jaloux de ces gens-là. J'aurais aimé ça vivre à cette époque-là puis pouvoir construire comme ils ont eu la chance de le faire, puis comme Rocher a eu la chance de le faire. Puis c'est vrai que lui a vraiment contribué à bâtir le Québec intellectuel d'aujourd'hui. Oui, allez lire sur Guy Rocher, sur ce monsieur-là, qui un sociologue à la base, hein? Un sociologue. Il enseignait la sociologie. C'est ça. Puis, tu sais, il a contribué à la création des cégeps. Tu sais, vraiment, là, l'éducation en général, mais tu sais, l'éducation postsecondaire pour sortir le Québec de cette grande noirceur intellectuelle, justement. De cette grande noirceur où est-ce que, justement, l'intellectuel était vu pas comme un paria, je ne vais pas aller jusque-là, mais c'est... Ben, les gens comme... Duplessis avait été explicite là-dessus. Il avait dit l'éducation, c'est comme la boisson. Il y en a qui ne portent pas ça. Un grand. Ah ouais, ça, c'est un grand penseur, ça. Le noblet. Il y en a qui portent. Oui, le simplet Duplessis. On va dire ça. Ah, c'est bon, je l'avais jamais entendu celle-là. C'est comme la boisson, il y en a qui ne portent pas ça. Il faut voir petit. Hein, faut voir petit. Avant de commencer, mon cher Stéphane, parce que là, vous avez vu dans le titre, mes chers amis, que nous allons parler d'un autre, un autre anniversaire, un autre 80e. Et le dernier 80e de la Seconde Guerre mondiale, parce que par définition, on arrive à la fin du cycle. C'est ça, on arrive à cette année charnière de 1945, où les 80e ont été nombreux cette année Sur la Terre des Hommes. Je rassure tout de suite l'auditoire, l'année prochaine, on va faire le cycle des 81e anniversaire. Oui, on n'arrête pas. Avant de commencer, mes chers amis, pour ceux qui ne l'ont pas vu, okay, là, j'ai eu plein de demandes dans les dernières semaines, même dans les derniers mois, qui disaient, écoute, Sur la Terre des Hommes, c'est le fun, OK, mais moi, je viens de commencer à écouter ça,
Puis tout ce que je peux écouter en premier, c'est genre l'épisode 183. OK, parfait. 183, c'est vrai, c'est plate. Fait que de 1 à 183, ben, tu ne les as pas. Et puis là, je me suis décidé, mon cher Stéphane, il y a 3 jours, je me suis dit, pourquoi ne pas rendre disponible et puis de démêler ça un peu? Parce que si je rends tout disponible sur le feed, si on veut, sur le podcast de Sur la Terre des Hommes, ça fait beaucoup de stock. Parce que là, on est rendu à l'épisode 351. Je m'aurais demandé ça en 2018. Combien d'épisodes penses-tu faire de ton podcast? J'aurais dit, si je me rends à 100, 150, ça va être un exploit. 351, c'est un exploit. Et puis ça, je donne le mérite à mes amis qui m'ont supporté dans Sur la Terre des Hommes, c'est-à-dire toi et Joe. Parce que tout seul, j'aurais fait 25, 30 épisodes, puis ça aurait arrêté là. Mais là, je me suis dit, on va rendre ça disponible, OK? Dans un nouveau podcast. OK? Alors là, Sur la Terre des Hommes est rendu divisé en 2. Alors, vous avez Sur la Terre des Hommes, que vous écoutez en ce moment, bien sûr, que vous êtes religieusement abonné et puis que vous écoutez chaque épisode à toutes les semaines, n'est-ce pas? Et puis, il y a les archives. Alors, vous voyez, ceux qui sont en vidéo, OK, sur YouTube, vous voyez l'image, le logo, qui est vraiment pas fait avec l'intelligence artificielle, mon cher Stéphane. Non, vraiment pas. OK? Absolument. Ouais. Ah, non, Hein? C'est fait avec ChatGPT. Non, c'est fait à la main, ça. Oui, c'est moi qui l'ai dessiné, bien sûr. Alors, alors, les archives de SLTDH, recherchez ça. Ne faites pas Sur la Terre des Hommes. Si vous recherchez juste Sur la Terre des Hommes, il va y avoir le podcast principal. Écrivez les archives de SLTDH ou simplement les archives, et puis vous allez voir cette image de dossier, des boîtes, hein, des boîtes de dossiers dans une rangée et avec le fameux globe terrestre au bout. Alors, c'est parti. C'est une très bonne initiative, ça. Moi-même, je vais m'en prévaloir, je pense. Ben oui, alors, toi, tu n'as pas écouté l'épisode 1, hein? Non, je pense pas. Tu vas écouter ça et essaye de ne pas rire. OK. Parce que ça commence. Tu avais ta voix de fausset d'adolescent qui n'avait pas encore mué. Non, j'ai la même voix, mais je suis un tantinet gêné. Je suis moins volubile qu'aujourd'hui, malgré le fait que j'avais déjà fait des podcasts, beaucoup de podcasts avant ça, mais ça ressemble à ça. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 1 de Sur la Terre des Hommes. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des origines de l'être humain, alors l'immigration, etc. Tu sais, c'était vraiment, tu sais, vrai. Écoute, je t'écoute, c'est vraiment pas si mal. Oui, mais c'est écoutable, mais c'est moins naturel. Venant de ma part, pour ceux qui me connaissent, Stéphane, tu me connais depuis presque 5 ans maintenant, je ne suis pas du genre à parler comme ça, un peu à la Bernard de Rome, alors voilà. Non, c'est... Mais quand même, c'est les débuts. Alors, vous pouvez en rire, ça ne me dérange pas, je suis un bon public quand même, mais c'est les débuts. Les débuts, quand j'étais seul avec mon cellulaire, je m'enregistrais comme ça. Alors, vous allez voir, le son est différent, mais tranquillement. Ça s'améliore tranquillement, pas trop vite. Alors, c'est un épisode aux 2 jours. Fait que ça va vite, là. Parce qu'il faut je ne vais pas en publier un par semaine pour commencer ça. Alors, c'est aux 2-3 jours, un épisode. Là, on est rendu dans les archives de Sur la Terre des Hommes à l'épisode 2 sur la bête du Gévaudan. Un de mes sujets historiques préférés, mon cher Stéphane. Connais-tu la bête du Gévaudan? Oui, ben, je connais le nom. Je sais que c'est un animal mythique en France au 17e, 18e siècle? 18e siècle. OK, ben, je vais aller écouter ça. Dis-moi pas plus quand le punch. Oui, ton devoir de la semaine, Stéphane, ça va être d'aller écouter au moins un épisode archive et puis de me donner ta critique. Une critique sévère, mais juste. Oui, s'il vous plaît, sois sévère. Et puis à l'épisode 352, 350 épisodes plus tard, tu vas pouvoir me dire ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Alors, voilà. Alors, Stéphane, sans plus tarder, parce que là, le temps avance, puis on s'est dit, hein, on se dit tout le temps ça, 1 heure maximum, Steph, j'ai une grosse journée. Mais là, on a déjà pris 12 minutes, mon cher Stéphane, pour ça. Mais nous allons parler aujourd'hui justement du 80e anniversaire de la capitulation du Japon face aux États-Unis, la capitulation sans condition du Japon ce 2 septembre 1945. Première question, en passant, avant de commencer,
c'est important de dire que tu as fait une collaboration à Aujourd'hui l'Histoire il y a 2 jours là-dessus. Et puis, aujourd'hui, c'est comme la version longue. OK? Ouais. Parce que. Et Moi, c'est moins radio-canadienne. oui, moi, justement, moins radio-canadienne, voilà. Mais c'est ça. Dans le fond, on vous invite quand même. Hein, moi, j'ai aucun problème à vous encourager à aller écouter d'autres émissions, d'autres podcasts. Allez écouter Aujourd'hui l'Histoire sur OHDio, alors audio. Et puis, vous allez entendre ce cher Stéphane parler de cet épisode, mais en 23 minutes. Aujourd'hui, c'est en 1 heure. Alors, Stéphane, premièrement, je vais faire. Et on doit faire une deuxième précision aussi pour l'auditoire que il y a 1 mois, Jay et moi avons fait un autre épisode sur le bombardement d'Hiroshima, donc sur l'utilisation de l'arme nucléaire. Et naturellement, les sujets sont très proches l'un de l'autre. Ça se recoupe un petit peu. Donc, si une continuité, là. Ouais. C'est ça, ça se peut que je me répète un petit peu dans ce que je dis, c'est même certain que ça va arriver. Là. Donc, si vous venez il y a 10 minutes d'écouter l'épisode sur Hiroshima, ben, vous allez trouver que ça. Et j'espère juste une chose, par contre, c'est que je ne me contredirai pas moi-même. Oui. Ça me demande quasiment d'aller réécouter l'épisode en fin de semaine pour voir, OK, est-ce que Stéphane s'est trompé? Est-ce qu'il se contredit? Mais non, on n'est pas pointu là-dessus. Et l'autre chose aussi à propos d'Aujourd'hui l'Histoire, cet épisode-là a été enregistré en mai, à la toute fin de la saison précédente, pour qu'il soit prêt pour en sortir au début de la saison. Là, il recommence les enregistrements. Donc, il y en a toujours une courbe d'avance comme ça au début de la saison. Si bien que ça risque d'être un peu différent dans la mesure où, depuis, j'ai continué à. J'ai réfléchi quand aussi, j'ai cherché un peu quand on a fait notre épisode sur Hiroshima. Donc, il y aura des trucs peut-être plus pointus ou un peu différents. Absolument. Alors, moi, un des premiers points, parce que j'ai tellement aimé, c'est pas à cause que c'est toi qui faisais partie de cette émission-là, mais c'était quand même une très bonne analyse de la situation, professeur Roussel. Mais c'est un point qui m'a resté en tête, puis c'est vrai. Quand on parle de la capitulation japonaise, dans l'histoire, quand on parle d'histoire, on enseigne l'histoire, on parle bien plus de la fin des nazis, de la fin du Japon. Pourquoi? Pourquoi parle-t-on plus de la fin au mois de mai 1945 qu'au mois de août-septembre 1945? Le sujet est vraiment intéressant parce que ça ouvre plein de portes sur une série de trucs, notamment, l'espèce d'occidentalocentrisme, le fait qu'on d'abord, étant nous-mêmes issus, nous, par la majorité, je pense aussi de ceux qui nous écoutent, étant issus de la civilisation occidentale, on va avoir tendance à mettre l'accent sur l'Europe et l'Amérique du Nord. C'est le centre du monde. Et ce qui se passe autour de ce centre du monde est secondaire ou est presque accessoire jusqu'à un certain point. Parce que quand on y pense, pour les gens, les non-occidentaux, la Deuxième Guerre mondiale, elle est beaucoup plus longue que ce que nous, on croit. Nous, là, les Occidentaux, on va avoir tendance à dire que la Deuxième Guerre mondiale commence le 1er septembre 1939, au moment où l'Allemagne envahit la Pologne, ce qui entraîne la déclaration de guerre de la France, l'Angleterre, tout ça, et que la guerre finit le 7 ou le 8 mai 1945, selon que vous êtes russe ou occidental, par la capitulation allemande en Europe. Or, pour les gens en Asie, on peut très bien dire que, et Xi Jinping l'a rappelé, en fait, dans les cérémonies qui ont eu ça me parle là-dessus, mais ça mérite un épisode, ce défilé militaire. Ben, ouvrons la porte là-dessus. Parce que Stéphane. C'est pour la Chine, l'agression japonaise, elle peut remonter à la fin du 19e siècle, la première guerre sino-japonaise, mais ce qui va être la Deuxième Guerre mondiale commence en fait en 1931 avec l'invasion de la Mandchourie, ou du Manchukuo, ce qu'on appelle le Manchukuo, où on va, qui est un territoire au nord-ouest de la Corée, où les Japonais vont placer un gouvernement fantoche, donc qui a leur solde. Donc, le début de la guerre avec la Chine commence à ce moment-là. Il y a une période d'accalmie, mais la Deuxième Guerre mondiale, vraiment l'agression japonaise dans toute sa violence, parce que les Japonais vont être d'une cruauté, d'une violence énorme à l'égard des Chinois. Ben ça commence dès 1937. Donc, il y a l'incident du pont Marco Polo, donc en 1937, qui va entamer donc la guerre entre le Japon. En fait, c'est le début de la Deuxième Guerre sino-japonaise. Donc,
il ne faut pas entendre l'invasion allemande de la Pologne. Tu sais. Et de même, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on situe en mai 1945, ben, en fait, la guerre va traîner tout l'été 1945 en Asie, au Japon, et va se terminer seulement. Le Japon décide de capituler à la mi-août, on va y revenir tantôt, la décision est prise autour du 9 ou 10 août à peu près, et le 2 septembre 1945, c'est la signature du traité. Donc, vous voyez que les dates de la Deuxième Guerre mondiale peuvent être très différentes selon que vous êtes chinois ou européen ou nord-américain. Donc, déjà, ça nous montre comment l'histoire, et en particulier, bon, je parle pour ma paroisse, l'histoire des relations internationales, elle est centrée sur l'Occident. Alors, la Chine, si, admettons, on demande aux Chinois combien de temps a duré la Deuxième Guerre mondiale pour vous? Combien de temps vous avez souffert? On pourrait quasiment dire... 9 ans ou 10 ans, ou sinon plus. Quasiment 15 ans, 1931-1945. Ouais. Ça serait peut-être un épisode qu'on pourrait faire, mais justement, la Chine, pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme on dit, ils vont manger à la claque. Là. Non, écoute, la guerre donc, en Chine va durer de 1937 jusqu'à 1945. Je veux dire, ça n'arrête pas. Les Japonais sont un peu comme les Allemands en Russie, c'est-à-dire qu'ils essaient de prendre une bouchée qui est beaucoup trop grosse pour eux. Ils avancent en Chine, ils battent les Chinois, mais c'est jamais fini. L'autre côté de la colline, t'as encore une armée à battre. Puis t'as encore, les communistes de Mao Tse-tung qui sont déjà pris dans la guerre civile en Chine vont s'enfuir, vont faire ce qu'on appelle la longue marche, et ils vont échapper aux Japonais. Les Japonais vont courir après, sans être capables jamais la Chine est trop grosse. Et ils se perdent littéralement en Chine. Et alors qu'aujourd'hui, on met dans l'histoire de la guerre contre le Japon, ben, on a cette image des porte-avions américains, les batailles de Midway, les batailles d'Okinawa, les îles que l'on prend les unes après les autres. Ujima, oui. Mais le gros de la guerre pour l'armée de terre japonaise, elle ne se déroule pas dans les îles du Pacifique, elle se déroule en Chine. C'est là, en Chine, en Birmanie, c'est tous des territoires où il va y avoir des millions de morts, mais qu'on a oubliés aujourd'hui. Incroyable. Et quand je disais des perspectives que ça ouvre pour l'histoire, deux remarques. C'est que, d'une part, la capitulation japonaise de 1945 marque la fin de la première tentative d'un État non occidental dans le monde moderne, donc on parle depuis le 16e siècle, disons, les années 1500, c'est la fin de la première tentative d'un État non occidental de sérieusement secouer la domination des Occidentaux. C'est le seul État, vraiment, tu as des épisodes de résistance, mais long comme ça, donc du milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, tu as un État qui est légal, un État non occidental, qui est légal, les États occidentaux. Les Japonais vont battre les Russes en 1904-1905. Ils vont humilier les Britanniques, les Américains, les Français. Ils deviennent une grande puissance à ce moment-là. Et ça, c'est la première fois en 500 ans qu'on voit quelque chose du genre. Et quand j'ai aussi d'autre part, c'est que quand on parlait tantôt de Xi Jinping, qui, il y a quelques jours... Est-ce qu'on peut faire un lien, Stéphane, entre la Chine de 2025 et le Japon des années 30-40? Absolument. Et c'est militariste, justement. Moi, je regardais si vous ne l'avez pas vu sérieusement, okay, le défilé en Chine qu'il y a eu il y a 2 jours, OK? Je regardais ça, là, puis je voyais Hirohito avec l'armée japonaise. C'est comme un retour en arrière, là. C'est pas peurant, là. J'ai vu, tu regardes ça, là, on dirait des robots, des automates. Ouais. Écoute, je sais ça, je connais moins là-dessus. C'est pas dans ce sens-là que je ferai la comparaison, que dans le sens un peu dans continuer ce que je disais tantôt, c'est cette idée que maintenant on a un État non occidental qui, à son tour, émerge comme une grande puissance et qui va certainement secouer l'ordre international. En fait, la Chine est peut-être, en termes d'assises, pour être une grande puissance, beaucoup plus solide que n'était le Japon des années 20 ou des années 30. Et Xi Jinping fait quelque chose que ses prédécesseurs n'ont pas fait, c'est qu'il est très
on dirait en anglais, assertive, là, il est presque agressif, il roule, il monte les muscles, il monte les dents, là, ce que les dirigeants chinois n'avaient volontairement pas fait jusque-là. Donc, tu as cette volonté affirmée de la Chine, et c'est ça qui va être en fait à surveiller, je pense, entre autres, dans cette remise en question de l'ordre international occidental, c'est que les Japonais ont commis une erreur. Plusieurs erreurs, mais dans leur rôle de grande puissance, ils se sont comportés d'une manière grossièrement impérialiste. Le militarisme du Japon des années 30 et 40, c'est comme ils s'en prennent à leurs voisins, ils vont commettre des atrocités en Corée, ils vont commettre des atrocités dans tous les territoires qu'ils occupent, y compris en Chine. D'ailleurs, c'est pour ça que les Chinois en veulent encore aujourd'hui aux Japonais. Mais au lieu de se présenter comme la flamme libératrice des États, des sociétés qui sont dominées par les Occidentaux, ben oui, d'être le modèle à suivre. Regardez, nous, on est sortis du féodalisme japonais. Écoutez, on est rendu une puissance industrielle. Regardez ce que vous pourriez devenir. Laissez-nous vous montrer. On va devenir votre guide en Asie pour faire ça. Mais non, à la place, comme tu allais dire, sûrement, ils vont préférer quasiment les exterminer, pas les exterminer, mais les conquérir un à un. Ben oui, puis d'avoir une espèce de hiérarchie, une espèce de supériorité, de complexe de supériorité raciale, tout aussi ridicule que l'autre. Mais tiens, j'en profite, une petite blague aussi, un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé là-dessus, puis je l'ai sorti justement pour l'épisode, aussi un livre qui est sorti en 2023, je pense, par l'auteur qui s'appelle Amin Maalouf, M-A-A-L-O-U-F, qui s'appelle Le labyrinthe des égarés. Et c'est un livre qui est très facile à lire, c'est quelqu'un qui a très bon sens à la communication, mais qui raconte ces trois tentatives d'un État non occidental pour remettre en question le joug occidental. Et le premier étant le Japon, donc du début du 20e siècle, donc la première moitié du 20e siècle, suivi par l'Union soviétique, qui est un État semi-occidental, en fait, qui a un pied dans l'Occident puis un pied à l'extérieur. Et le livre se conclut justement par la Chine, qui aujourd'hui a ce rôle-là de remettre en question le caractère central de l'Occident dans le système international. Est-ce qu'on rentre, tu crois, Stéphane, là, je sors complètement du Japon de 1945, mais revenons sur la Chine de Xi Jinping, là. Est-ce que tu as l'impression qu'on rentre dans une espèce de climat de guerre froide 2.0? Je ne suis pas certain que la compétition va se faire de manière aussi violente et en fait, je ne sais pas si on va assister à une nouvelle guerre froide. Ce que je guette comme signe, comme chercheur de relations internationales, c'est est-ce que la Chine tend à vouloir remodeler l'ordre international tel qu'il existe aujourd'hui? Puis nous, on n'a jamais rien connu d'autre que l'ordre qui a été mis en place par les Américains en 1945 avec l'ONU, les institutions internationales, la libération du commerce, tout ce qui est l'ordre libéral. L'ordre des démocraties libérales, c'est ça. Oui, les droits individuels, les droits humains, le capitalisme et tout ça. Là, vous avez un État qui est susceptible de remettre en question du moins une partie de cet héritage américain. Et vous avez le bouffon Washington qui leur ouvre la porte tout grand, là, qui leur fait une faveur en préparant tout, en menant un suicide politique et économique aux États-Unis. Lui, là, il est tellement sans dessin, excusez du terme, mais lui, là, il devait regarder ça, puis sûrement que Donald ne se disait pas mon Dieu, c'est dangereux pour mon pays, c'est dangereux pour la démocratie, ce que je vois là. Lui, là, il se disait j'aurais aimé ça être avec eux autres. Possible. En tant qu'apprenti, lui, il cherche juste ça. Il veut des trucs pour savoir comment que la Russie a fait pour installer une autocratie comme ça. Comment que la Chine a fait dans les dernières années sous Xi Jinping pour faire ça. Comment que Kim Jong-un fait avec son pays. Lui, là, il est juste jaloux de ne pas avoir été avec les 3 autres chums. Que je sache, il a publié un Truth, un Il Truth. va falloir que je m'inscrive sur Truth Social pour le suivre, Donald, parce qu'il y a des bijoux. Et il disait que cette réunion-là était très anti-américaine puis qu'il se sentait insulté. C'est ça, c'est un complot contre les États-Unis. Il s'est mis tout le monde à dos.
Ah, Mais bref, c'est ça. Donc on les tarifs, là, tu sais, en même temps, tu sais, j'aime pas beaucoup le président Xi, mais Donald a cherché ça, là, avec les tarifs qu'il a imposés. Tu sais, la réunion de la nouvelle gang là, à Xi Jinping, puis Vlad, et bon, oui, etc. On a vu Narendra Modi à côté du président chinois. Il faut le faire. Là. ouais, Quand c'est rendu, tu jettes dans les bras des Chinois l'Inde, c'est qu'il y a quelque chose dans les relations internationales qui t'a fait de tout croche, Donald. Là, pour réussir à rapprocher l'Inde et la Chine, là, qui sont deux ennemis. Là. Ça, c'est en partie à cause des tarifs. En partie. Mais bref, en fait, vois-tu, tu as raison qu'il y a une comparaison peut-être à faire entre la Chine d'aujourd'hui et le Japon des années 30, dans la mesure où il y avait une possibilité. Il y avait comme si les Japonais avaient été moins militaristes, moins racistes, moins égocentriques, en fait, tournés vers eux-mêmes, peut-être qu'ils auraient pu devenir une espèce de flamme pour la décolonisation. Comme tu l'as dit tantôt, un exemple pour la décolonisation. Ce que je vois différent avec la Chine de 2025 comparativement au Japon des années 30, c'est le côté justement raciste. Tu sais, la Chine, on ne voit pas un État chinois qui veut conquérir ses voisins parce qu'il les trouve inférieurs. C'est vraiment le but de la Chine, c'est de devenir la première puissance mondiale économique, militaire et avoir la plus grande influence sur les sociétés, on va le dire. Là, et il joue très bien la politique d'influence parce qu'on connaît l'ampleur des investissements chinois. Ils sont en train d'acheter l'Afrique puis l'Amérique centrale. Oui, l'Amérique latine, puis effectivement, partout, ils vont. Ils laissent parfois de très mauvais souvenirs, là, pour ce qu'on a pu voir, qu'on se rend compte, les sociétés qui accueillent ces capitaux chinois, parfois le regrettent. Mais jusqu'à présent, en tout cas, ils jouent très bien leur politique d'influence. Absolument. Revenons au Japon, mon cher Stéphane. Revenons en 1945. Oui, revenons en 1945. Mais j'ai adoré cette parenthèse-là. Mais le Japon, parlons justement de l'Axe, hein, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Pourquoi le Japon? Qu'est-ce que le Japon vient faire dans ce triumvirat des fascistes? Qu'est-ce que le Japon vient faire là-dedans? OK, mais la question, on va la prendre d'une façon plus générale dans la mesure où on pourrait se dire naturellement l'Allemagne et l'Italie sont deux États fascistes, donc deux États qui sont dirigés par des régimes d'extrême droite. Mais même entre ces deux-là, la coopération sera jamais très, très forte. Ils se coordonneront jamais comme les Alliés vont se coordonner au cours de la deuxième moitié de la guerre. Ça en est fascinant de voir ça. Ils se tirent d'un pattes l'un l'autre. Là, je parle juste de l'Italie et de l'Allemagne. Ouais, les Japonais, il n'y a aucun soldat japonais qui est venu, mettons, en Normandie. Là. Absolument pas. En Europe pour aider les Allemands. Là. Il y a encore moins de coordination. Je vais revenir dans un instant pour montrer l'ampleur de la chose. Mais l'idée est que ces États-là, ils sont par essence opposés à la coopération. Par exemple, l'Allemagne, à la veille de l'évasion de l'Union soviétique, l'idée de Hitler, c'est je ne veux pas d'alliés. Si je suis obligé de m'encombrer de Bulgares, de Roumains, les Finlandais, à la limite, déjà, il y a un peu plus de respect pour eux. Mais ça l'emmerdait d'avoir des alliés. Parce que, et c'est vrai pour l'Italie fasciste aussi, ces États-là ont une mentalité de supériorité de leur, soit dans le cas des nazis, de la race aryenne, soit dans le cas de l'Italie, de l'État italien est supérieur aux autres. Donc, généralement, tu n'as pas envie de t'encombrer. Si tu t'allies avec quelqu'un, ben, cette personne-là, tu le considères comme ton inférieur en partant. Imaginez maintenant que les Japonais, qui sont d'abord non occidentales, et qui a un passé un peu lourd entre l'Allemagne et le Japon, dans la mesure où, au cours de la Première Guerre mondiale, le Japon, qui a été très opportuniste, le Japon a déclaré la guerre à l'Allemagne et ils sont emparés de tous les petits territoires, notamment les îles que les Allemands avaient colonisées dans le Pacifique. Les colonies comptoirs allemands. On pense aux îles Bismarck, par exemple, dans les Mariannes, qui sont tombées aux mains des Japonais à l'occasion. Les Japonais, je pense, ont perdu quelques centaines de soldats au cours de la Première Guerre mondiale, mais ils ont fait des gains absolument extraordinaires.
Et donc, entre l'Allemagne et le Japon, en partant, ça va plus ou moins, tu n'as pas un passé de collaboration ou de coopération. Mais la raison, ce qui les amène ensemble, c'est d'abord, première chose, leur opposition au communisme. Mais ça va avoir ses limites rapidement. Ouais. C'est vraiment cette idée que le communisme représente une menace existentielle pour toutes ces sociétés-là. C'est ce qui va mettre, dans le fond, l'Italie, l'Allemagne et le Japon dans le même lit. C'est cette haine du communisme. Et deuxièmement, il y a une espèce d'idée qu'on va se séparer le monde. C'est pour les Allemands qui ont renoncé à leur corps défendant là, à avoir un empire colonial, ben, que les Japonais s'emparent de l'Indochine, le Vietnam si vous préférez, ou des colonies britanniques en Asie, ben, pour les Allemands, c'est l'autre bout du monde, ça compte. Ça. Donc, il y a l'idée vraiment de dire, bon, ben, on va s'allier avec des gens qui vont distraire nos ennemis pendant un temps, puis nous, on va distraire les leurs. À fond, c'est un peu ça, c'était pour occuper les Américains, si on veut. Même pas, parce que quand je vous disais tantôt qu'ils se sont pas coordonnés d'aucune manière, les Japonais vont découvrir presque par hasard les plans allemands d'invasion de l'Union soviétique en 1941. Et les Allemands ne seront pas vraiment mis au courant des plans d'attaque du Japon sur les États-Unis. En fait, chacun, tout comme les Italiens n'avertiront pas les Allemands qui vont attaquer la Grèce et l'Albanie en avril 1941. C'est comme c'est des alliances surprises, là, où on met chacun de nos alliés devant des on parlait de l'axe, mais dans le fond, il n'y avait aucune, comme tu dis, il n'y avait aucune communication vraiment pour créer des fronts entre le Japon, l'Italie et l'Allemagne. Et ça va plus loin que ça encore. Je vais vous montrer encore le degré de confusion de la chose. C'est qu'en 1939, les Japonais qui avancent dans ce qu'on appelle le Manchukuo, ou le prolongement de la Mandchourie qui va vers l'Union soviétique, à un moment donné, veut pas, ils se heurtent aux Soviétiques. Tout comme ils vont se heurter aux Américains dans le Pacifique. Mais en 1939, tu as littéralement des combats. Tu as la bataille de Kalingol en 1939, donc avant même le début de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, où les Soviétiques, qui sont commandés par un général qui va devenir très célèbre au cours de la guerre, le général Yukov, les Soviétiques vont mettre une méchante dégelée aux Japonais. Et les Japonais qui sont obligés rapidement de demander la paix aux Soviétiques. Et ça va se conclure par un pacte de non-agression entre les deux. Ce qui fait que tu as au moment où l'Allemagne attaque l'Union soviétique en 1941, en juin 1941, ben, les Japonais maintiennent en place ce pacte de non-agression avec les Soviétiques. Ce qui permet aux Soviétiques d'amener tous leurs troupes qui sont dans l'Est complètement de l'Union soviétique, de les amener pour se battre contre les Allemands. OK. Quand même incroyable. L'image que je partage, Stéphane, c'est justement l'Empire japonais en 1942. C'est quand même assez massif, qu'est-ce que le Japon a réussi à conquérir. Et en fait, la carte, c'est dommage pour ceux qui sont juste en audio, mais la carte montre que d'abord, les Japonais se sont étendus à partir de la Corée. Donc, ils vont monter vers le nord, ils vont prendre, c'est ça, le Manchukuo, et ensuite, ils vont descendre vers le sud en Chine. Vous avez une énorme tache sur la carte ici, une grosse tache rouge, où on voit comment les Japonais vont grignoter des bouts de la Chine. Et l'autre partie de la carte, au sud, c'est surtout les îles dans le Pacifique et c'est les colonies occidentales comme l'Indochine, comme la Birmanie et des bouts, pas de la Nouvelle-Zélande, mais de la Nouvelle-Guinée. Le Laos, etc. C'est toutes des colonies occidentales. Mettons de l'Asie du Sud-Est. Ouais. Et ça montre le côté un peu schizophrène de la stratégie japonaise. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez deux clans au sein de l'état-major japonais, deux clans, deux groupes qui se détestent. Un, c'est la marine, l'autre, c'est l'armée de terre. Okay? Ils ne se parlent pas. C'est vraiment fascinant là, quand on regarde l'histoire organisationnelle de l'armée japonaise. Là, ils sont en compétition, ils veulent se bouffer le nez constamment l'un l'autre. Oh, ouais. Et puisque vous voyez l'avancée en Corée, en Chine, en Mandchourie, tout ça, c'est le fait de l'armée de terre.
La marine n'a aucun rapport là-dedans, ils n'ont rien à faire. Okay, c'est pour ça que c'est aussi séparé puis aussi disparate là, comme empire. Là. Exactement. Ouais. Et quand les Japonais vont se heurter d'abord aux Soviétiques, puis quand la guerre en Chine va commencer à s'enliser, donc on parle de 1939, 1940, la marine va en profiter et dire non, vous proposez une nouvelle stratégie au lieu de faire ce qu'on appelle la ruée vers le nord, donc qui était proposée par l'armée de terre. Les Japonais la marine japonaise va dire on va plutôt faire la ruée vers le sud. C'est-à-dire qu'on va se créer un empire basé dans l'océan Pacifique. Et là, c'est la marine qui a la haute main sur ça, parce que essentiellement, c'est des lignes maritimes. Et c'est ce qui va les amener à s'emparer, des colonies britanniques, des colonies occidentales qui sont en guerre contre l'Allemagne. Donc, on parle de l'Indochine, de Vietnam, on parle des colonies britanniques dans la région. Et toutes les petites îles qu'ils peuvent prendre, ils vont prendre l'archipel des Philippines aussi, qui est un protectorat américain, donc après l'attaque de Pearl Harbor. Ce que vous voyez, la partie sud de la carte, qui est essentiellement maritime, bien ça, c'est le plan de la marine. Alors, on voit le côté schizophrène dans la stratégie japonaise. Hey, c'est quasiment toute l'Indonésie. Oui, c'est énorme. C'est énorme, là. Et il y avait un nom pour ça. On appelait ça la sphère de coprospérité. Okay. Parce que ce qui guidait cette stratégie-là, c'était que le Japon, qui est dans l'archipel japonais, est presque dépourvu de matières premières, ben, c'était l'idée d'aller chercher les matières premières là où on le pouvait. Et comme contrairement aux Allemands, ce n'est pas des colonies de peuplement qu'ils veulent faire, mais c'est littéralement de l'impérialisme classique, où on va prendre les peuples locaux, puis on va les mettre au service de l'économie japonaise. Par l'esclavage. Un peu le style d'impérialisme à l'européenne du 19e siècle. Là. Absolument. Non, c'est une copie japonaise de l'impérialisme du 19e siècle. Tout à fait. Le Canada là-dedans, Stéphane, le rôle du Canada, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu parler du rôle du Canada dans la guerre du Pacifique. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que le Canada a participé à envoyer des troupes pour aider les Américains ou comment qu'on a participé? C'est mineur. OK? En 1940, fin 1940, le gouvernement britannique va demander au gouvernement canadien de dépêcher des troupes à Hong Kong. Parce qu'on craint justement une attaque japonaise qui va venir. L'attaque japonaise va bel et bien venir en janvier 1942. Donc, il y a 2 bataillons canadiens, dont un du Québec, ici, pas anglophone, le bataillon anglophone là, du Québec, qui va être le Victoria Rifle, qui vient de Montréal. Et qui va, donc, ces 2 bataillons-là, quand on parle de bataillon, on parle d'à peu près 800 soldats chacun, donc il y a à peu près 1600 soldats canadiens qui vont être envoyés à Hong Kong. Et qui vont être envoyés dans une situation, on ne sait pas à ce moment-là, mais les Britanniques ont d'ores et déjà décidé que Hong Kong n'était pas défendable. Et qu'on allait le défendre d'une manière plutôt symbolique, mais c'est entre autres avec des troupes canadiennes. Et il y a des soldats canadiens qui vont être faits prisonniers en 1942 et qui vont être prisonniers des Japonais jusqu'en septembre 1945. Le premier ministre dans ce temps-là, c'est Mackenzie King. William Lyon, oui. William Lyon qui parlait, qui est dans le podcast, on le dit souvent, mais William Lyon Mackenzie King qui parlait à sa mère défunte, qui aimait beaucoup le spiritisme. Alors voilà, le premier ministre. Son successeur dans les années après la guerre, 1948, Louis Saint-Laurent. Louis Saint-Laurent, j'aimerais, parce que je l'ai trouvé excellent cet extrait-là. C'est dans justement Aujourd'hui l'Histoire que j'allais extraire l'audio. Est-ce que tu l'entends, Stéphane, quand je fais ça? Les Nations Unies. Oui. OK, parfait. Alors, je vais juste vous montrer une photo de Louis Saint-Laurent. Louis Saint-Laurent, qu'est-ce qu'il fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années, justement en 1945? C'est quoi son rôle? Est-ce que tu sais? Oui. Ben, Louis Saint-Laurent va remplacer, à partir de 1941, il va devenir ce qu'on appelle dans les gouvernements canadiens, lorsque le premier ministre n'est pas du Québec, il a toujours ce qu'on appelle un lieutenant québécois. Surtout si c'est un anglophone. Et surtout à cette époque-là, les anglophones, comme Mackenzie King, ne parlent pas le français. Donc, les gouvernements, surtout les gouvernements libéraux, vont toujours avoir ce
lieutenant francophone. Jusqu'en 1941, c'est un type qu'on a oublié aujourd'hui, mais pourtant qui a eu un rôle extrêmement important, c'est quelqu'un qui s'appelle Ernest Lapointe. Lapointe décède en 1900. Pardon? J'ai aucune idée c'est qui. Ernest Lapointe. Okay. C'était donc un ministre de la Justice au fédéral et qui était celui qui était chargé de parler en français aux Québécois ou aux Canadiens français. Okay. Quand Lapointe meurt, il est remplacé par Louis Saint-Laurent. Et Louis Saint-Laurent, je pense, devient à son tour ministre de la Justice. Ce qui est important de savoir, c'est une curiosité de avant 1945, c'est que depuis 1911, en fait, en 1911, on va créer le ministère des Affaires extérieures, donc l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Mais dès 1912, je pense, le titre de ministre des Affaires étrangères est cumulé par celui de premier ministre. C'est-à-dire que le premier ministre décide qu'il est lui-même son propre ministre des Affaires étrangères. Okay. Donc, on retrouve ça, c'est à partir du gouvernement de Robert Borden, le gouvernement conservateur, de 1912 jusqu'à 1948, le poste de premier ministre vient avec le portefeuille de ministre des Affaires étrangères. Donc, Saint-Laurent va être le lieutenant québécois de Mackenzie King. Et Mackenzie King, en fait, je me trompe, c'est 1946. En 1946, Mackenzie King, qui est au pouvoir, en fait, son premier mandat, c'est 1921, je pense. Okay. Qui est au pouvoir depuis. Mackenzie King, 3 mandats séparés. Ouais. Non, c'est plus que ça. Non, pas 3. 3, ouais. 4 ou 5 mandats dans 3 périodes différentes. Il était là longtemps, Mackenzie King. Là. De tous les premiers ministres canadiens, c'est celui qui va être en poste le plus longtemps et de très loin. Okay, on parle presque 20 ans. Au total, quand tu mets ça bout à bout, c'est presque 20 ans. Je pense que c'est 26 ans en tout qui a été premier ministre. 1921, 1930, 1935 et 1948, je vous laisse faire le calcul. Okay. Mais tout ça pour dire qu'au moment où, en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, Mackenzie King commence à se sentir un peu fatigué, fait qu'il décide qu'il va confier le portefeuille des affaires étrangères ou des affaires extérieures, comme on dit à l'époque, à Louis Saint-Laurent. Et en fait, Louis Saint-Laurent va avoir un rôle extrêmement important, d'abord comme ministre des Affaires étrangères de 1946 à 1948. Et en novembre 1948, lorsque Mackenzie King s'en va, ben c'est lui qui va être élu à la tête du Parti libéral. C'est lui qui va devenir le premier ministre du Canada après. Mais il a déjà, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, un rôle à jouer. Il y a une parole, il y a déjà une bonne idée des relations internationales qu'il veut mener au nom du Canada dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que les Québécois, les Canadiens français, qu'on dit dans ce temps-là, est-ce que c'est un homme apprécié, Saint-Laurent? D'une manière générale, oui. C'est pas une vedette, c'est quelqu'un d'assez discret. C'est un avocat, il fait partie de la haute bourgeoisie. Il parle aussi bien français qu'anglais, mais oui, on l'aime bien chez les francophones. On voit un peu comme Wilfrid Laurier. C'est dans la même veine que Laurier, là, de ces grands bourgeois francophones qui, sans être trop proches des Canadiens français, vont quand même veiller à leurs intérêts. Saint-Laurent, qui est le premier ministre qui a créé, si on peut dire, c'est sous son administration qu'on va voir la Société Radio-Canada. Hein? Et oui, c'est vrai. C'est lui qui va créer ça en 1951-52. Et tiens, petit quiz pour tous les enseignants d'histoire qui nous écoutent. Je mets au défi qui que ce soit d'épeler correctement le nom Saint-Laurent. Ça peut être... Ouais. Saint-Laurent, lui, ça doit s'écrire S-A-I-N-T, trait d'union Laurent. Là. Absolument pas. Ah oui? Parce qu'en anglais, ça serait St.L-A-I-R-E-N-T. Il l'écrivait à l'anglaise. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Parce qu'il utilisait plusieurs, et on ne sait pas c'est quoi le véritable. Il y a eu des débats entre les spécialistes à savoir c'est quoi la véritable l'orthographe correcte de Saint-Laurent. Et dans la mesure où ça change, il y a ça, ça peut être ST trait d'union Laurent, SAINT.LAURENT. Bref. Oui, mais comme le fleuve Saint-Laurent, tu sais, le fleuve Saint-Laurent, c'est vraiment SAINT, trait d'union Laurent. Là. Mais je ne sais pas s'il y en a des. Est-ce qu'on a dans nos auditeurs, auditrices, des Saint-Pierre, des Saint-Laurent? Comment écrivez-vous votre patronyme, mesdames et messieurs? Pendant qu'on va écouter, justement, la voix d'outre-tombe
de Louis Saint-Laurent. On écoute. Les Nations unies se réjouissent aujourd'hui de la défaite écrasante de l'Allemagne. Mais la fin des hostilités en Europe ne signifie pas la fin de la guerre. Il reste encore un ennemi à vaincre. Il nous faut aussi la reddition sans condition du Japon. Cet agresseur doit aussi être écrasé et ses ambitions désordonnées réduites au néant. Notre effort de guerre nationale doit continuer et elle continuera jusqu'à la victoire complète en Extrême-Orient. Nous avons résolu de participer à la lutte contre ce dessein monstrueux. La bête nazie a été enfin abattue dans son repère natal. Il reste à écraser le militarisme japonais partout où cette vipère traîtresse continue à dresser sa tête venimeuse. Une manière de réaffirmer notre détermination de rester ferme jusqu'à la fin, c'est de souscrire tous et généreusement au présent emprunt de la victoire. Quand même assez grave, hein, comme discours, là, c'est... Mais j'aime bien aussi cet extrait-là parce qu'il est significatif sous plusieurs aspects. D'une part, le rôle du lieutenant québécois du premier ministre canadien, c'est d'aller vendre des décisions controversées aux Canadiens français. Tu sais. Et entre autres, bon, il y a tout l'effort de guerre, vous savez, tout le louvoiement que le gouvernement Mackenzie King va faire au cours de la guerre autour de la question de la conscription. Mais en 1945, tu sais, c'est du moment où les Allemands capitulent, ben, l'esprit de tout le monde, les soldats s'en viennent à la maison. Tu sais. Là, il y a justement des gens comme Saint-Laurent qui arrivent et disent attendez une seconde, c'est pas terminé. Fini, ça. On a les autres cocos l'autre côté, et donc il est en train de préparer la population canadienne-française à cette idée que la guerre n'est pas encore totalement gagnée. Pendant que tout le monde célèbre, en mai 1945, tout le monde célèbre. Hitler, il est mort, c'est fini. Non. Il reste la vipère. Et à ce moment-là, donc après, à partir de juin 1945, on recrute parmi les soldats, notamment qui sont allés se battre en Europe, mais aussi les quelques volontaires qu'on peut trouver au Canada, une division, donc on parle à peu près de 20 000 soldats, une division canadienne qui devait être déployée contre le Japon. Pas le temps de le faire, là. Il n'y aura pas d'opération où ça va être fait, mais on préparait donc un corps expéditionnaire canadien pour aller se battre contre le Japon. Et la même chose que Saint-Laurent aussi, quelques années plus tard, au moment où on va créer l'OTAN, en fait, ce qui va devenir l'OTAN ou l'Alliance Atlantique en 1949, ben, la job de Saint-Laurent, ça va être de vendre ça aux Canadiens français. D'expliquer que c'est pas parce qu'on est dans une alliance militaire qu'il va encore avoir la conscription, puis on va être encore obligé d'aller se battre en Europe et tout ça, même si dans les faits, c'est ce que ça aurait pu signifier. Ouais. Stéphane, je vais inviter, là, arrêtez pas l'épisode maintenant pour aller écouter ça, là, mais maintenant, c'est la partie plus sur les deux bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à aller écouter l'épisode, je crois, c'est 347 sur le 80e anniversaire, justement. J'aime pas ça dire anniversaire, le 80e. Commémoration. Moi, je préfère dire la commémoration. Là. Commémoration des 80 ans des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, parce qu'on en a parlé pendant 1h15, OK? Mais là, c'est après, OK? Comment ça se termine? Comment, finalement, que le Japon va vraiment dire, OK, ça suffit, on dépose les armes. Comment que Hirohito va annoncer ça à sa population? Ouais, et ça, je pense qu'on est galvanisé depuis des années, militarisé, brainwashé. Comment qu'on va annoncer ça aux Japonais pour dire, OK, gang, c'est fini? En fait, on ne le sait pas comment exactement, à quel moment la décision va être prise. Et on avait brièvement, je résume un peu ce qu'on avait dit dans l'épisode sur Hiroshima, mais on avait dit que dans notre, justement, c'est encore un côté très occidental, ou très occidentaux-centriste, ouais. Que naturellement, se revoir une bombe atomique, c'est sûr que tu capitules. C'est certain. Là. Après deux, je commence à y penser également. Mais ce qu'on oublie généralement, c'est que les Américains bombardaient déjà le Japon. En fait, ils ont commencé doucement en novembre 1944, mais à partir de mars-avril 1945, là, ils détruisent les villes japonaises, mais complètement. Là, ils incendient les villes japonaises. Tokyo est détruit à 60%. C'est pas compliqué. Mais ça ne les fait pas broncher.
C'est pas parce que tu reçois une bombe plus grosse que l'habitude que nécessairement, tu sais, tout de suite, tu vas te précipiter pour capituler. Et c'est pour ça qu'il y a un débat entre historiens que j'avais mentionné dans l'autre épisode. Oui, mais c'est très important de le répéter, oui. Ce ne sont pas les deux bombes atomiques qui ont fait changer d'avis l'état-major japonais et Hirohito. Et Hirohito en particulier. C'est autre chose, Stéphane. C'est que dans la chronologie des événements, il y a un événement qu'on passe généralement sous silence. C'est que, bon, première bombe, celle d'Hiroshima, est le 6 août 1945. La deuxième bombe, celle de Nagasaki, est larguée le 9 août 1945. On oublie un événement qui a eu lieu le 8 août et qui est très important aussi selon certains historiens, c'est la déclaration de guerre de l'Union soviétique au Japon. Parce que jusque-là, les Soviétiques avaient respecté, eux autres aussi, le pacte de non-agression entre le Japon et eux. Et pour les Japonais, semble-t-il que c'était extrêmement important que ça mène. D'abord, les Soviétiques vont attaquer une des dernières grandes armées dont le Japon dispose, l'armée qui occupe la Mandchourie. Éventuellement qui va être complètement écrasé par les chars soviétiques, mais surtout, les Japonais comptaient sur les bons offices de Staline pour négocier une paix honorable avec les Occidentaux. Or, là, vous avez votre courtier, la personne sur qui vous vous fiez, qui vous attaque. C'est comme, pour certains historiens, ça aurait été la goutte qui aurait fait déborder le vase. Alors là, ils sont pris à l'ouest par les Soviétiques et par le Pacifique à l'est par les... Oui, et les Américains qui sont aux portes là, de l'archipel japonais. Et l'argument des historiens qui défendent cette thèse-là, vous pouvez trouver là, facilement, je pense qu'il y a plusieurs articles même qui sont sortis dans le journal Le Devoir au cours des dernières années. L'argument des historiens, c'est un argument chronologique. C'est de dire que la décision a été prise dans le bunker impérial qui est en dessous du palais impérial, un peu comme Hitler avait son bunker à Berlin, là, en dessous de la chancellerie. Ben, Hirohito avait son bunker aussi en dessous du palais impérial à Tokyo. C'était pas un bunker très confortable. Semble-t-il que c'est absolument épouvantable. Oui. Ça a l'air qu'il faisait chaud, puis que ça puait, puis comme dans le bunker de Hitler. Ouais. Mais bon, bref. Toujours est-il que dans la nuit du 8 au 9 août, il y aurait eu cette fameuse réunion dans laquelle Hirohito aurait décidé de capituler. Et pourquoi c'est important la nuit du 8 au 9? C'est que la bombe sur Nagasaki n'a pas encore été larguée à ce moment-là. On est la veille. C'est ça, la veille de Nagasaki. La veille de Nagasaki. Et les rapports, parce qu'on sait qu'il est arrivé quelque chose à Hiroshima, on sait qu'il y a eu un bombardement et une destruction terrible, mais l'état-major japonais a envoyé, si tu veux, des gens pour leur faire rapport de c'est quoi la situation, mais il semblerait que les rapports n'aient pas été reçus au moment où on prend la décision de capituler. Donc, c'est pour ça que les historiens vont dire qu'il y a un petit glitch quelque part. Ouais. Dans la chronologie, c'est manifestement pas Hiroshima qui a fait capituler, c'est plutôt l'attaque soviétique qui aurait convaincu l'empereur Hirohito de déposer les armes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Hirohito n'avait jamais pris de décision de sa vie jusqu'à ce moment-là. Oui, parce qu'il faut dire, l'empereur, c'est une espèce de, comment je dirais ça, de dieu vivant. Il est vénéré comme une idole. Mais c'est pas lui qui prend les décisions au Japon. Là. Pas plus que le roi ou la reine d'Angleterre peut décider de déclarer la guerre ou d'arrêter la guerre. C'est comme. Il va encore avoir moins de pouvoir après la capitulation de 1945. Oui, c'est le dieu vivant des Japonais. Et il est tellement vénéré, Hirohito. Hirohito ne s'est jamais adressé à sa population. On ne connaît pas la voix d'Hirohito, sauf une seule fois. Non, c'est la deuxième en fait, mais la première fois, c'est 20 ans plus tôt, ou 25 ans plus tôt. Donc les gens n'ont aucune idée du son de sa voix. Quand il a été intronisé empereur, sûrement? Je pense que oui. Ouais. Alors, Hirohito, vous allez entendre, je crois que c'est le seul enregistrement de la voix d'Hirohito. D'Hirohito avant le nouveau régime. Parce que par la suite, on va le voir souvent en public. Mais à ce moment-là, les gens... On va le voir à Disneyland, entre autres. Il va aller en Floride. Alors, Hirohito, Stéphane, je veux que tu nous en parles après, mais voici un extrait du discours qu'Hirohito va prononcer à sa population pour annoncer la capitulation de l'Empire du Japon. 世界の体制と帝国の現状とに鑑み
非常の措置をもって時局を収集せんと欲し、そこに終了なる断実心に次ぐ。 Écoute, Stéphane, je ne suis pas bon en. Ah, ouais, ton japonais impérial est un peu rouillé. Je ne sais pas comment dire ça en langue japonaise, mais c'est étrange comment il parle. Et puis, tu me l'as confirmé dans ta participation à Aujourd'hui l'Histoire. Comment qu'il parle, Hirohito? C'est étrange de la manière qu'il parle, non? Ben, oui, c'est un langage très... D'abord, c'est un langage de cour, OK? C'est la cour impériale. Donc, c'est pas le japonais courant qu'on parle dans la rue. C'est bien que, tu sais, l'empereur et sa cour sont tellement isolés par rapport à la société civile que vous avez presque deux langues qui évoluent séparément. Si bien que pour beaucoup de Japonais, du citoyen japonais commun, d'entendre cette voix-là qui lui parle un langage qui ressemble vaguement à du japonais, mais on n'est pas trop sûr de ce qu'on entend. Et pour compliquer les choses, le japonais, surtout le japonais impérial comme ça, est très, très poétique. On parle beaucoup par analogie, par symbole, on laisse entendre plus que l'on dit. Okay. C'est bien que pour plusieurs Japonais, c'est comme wow, c'est qui ça? Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire, lui-là? Mais il va dire quelque chose. On peut trouver aujourd'hui très facilement le texte que Hirohito va lire et traduit en français ou en anglais, je vous rassure tout de suite. Mais Hirohito va dire quelque chose de très important qui va avoir une conséquence sur le débat sur les armes nucléaires. C'est qu'il dit l'ennemi a utilisé une arme épouvantable contre laquelle on ne peut pas lutter, donc on doit capituler. Et là, ça va renforcer la thèse de ceux qui disent que c'est les bombes atomiques qui ont fait capituler. Oui. Alors qu'en fait, on se rend compte que ça peut avoir un rôle de politique intérieure extrêmement important. Parce que tu l'as dit toi-même tantôt, la société japonaise est éduquée à prendre la capitulation ou la défaite comme un honneur individuel et collectif majeur. La seule manière de t'en sortir, c'est de te dire, ben là, l'ennemi a une arme magique tellement puissante que même la plus grande force qu'on pourrait déployer ne serait pas capable de s'y opposer. Donc, tu es en train de justifier ce qui était absolument inimaginable pour le peuple japonais et les militaires japonais. Beaucoup de militaires japonais ne le prendront pas, ils vont se suicider là, au cours des jours et des semaines qui précèdent. Là, je vous rappelle, on est la nuit du 9 au 10 août lorsque la décision est prise. Le 15 août seulement, donc 5 jours plus tard, on a ce discours public de Hirohito où on communique aux alliés ce désir de... Parce qu'il y a d'autres bombes atomiques qui s'en venaient, qui risquaient de... Oui, c'était deux bombes par semaine jusqu'à temps qu'il plie. Oui, jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien, que le Japon coule carrément. Mais c'était ça. Donc, et la capitulation formelle, les fameuses images qu'on a qui sont prises sur le cuirassé. Oui, justement, ça ne sera pas trop long. C'est une image historique. C'est quoi, le Missouri? Ça ne se rend pas sur le US Missouri, hein? Non, c'est ça. Mon Dieu, ça bug. Excuse-moi, Stéphane. Bon, excuse-moi, la photo a bugué. Qui voit-on sur cette photo que je partage à l'instant? Qui va signer. Qui va signer la réédition. Écoute, je pense, je sais pas. C'est un ministre quelconque. Ben, pas quelconque. C'est probablement quelqu'un de la cour impériale, quelqu'un qui a un rôle important. C'est le premier ministre. Là, je pense qu'elle doit être le premier ministre japonais, mais donc qui parle au nom de l'empereur. OK. Et je vous avais raconté, je ne suis pas sûr, parce que j'en ai parlé beaucoup, mais la petite anecdote qui concerne le signataire canadien de cet accord-là. Je ne sais pas si tu l'as compté, si tu l'as raconté dans le podcast, mais moi, tu me l'as déjà raconté, vas-y donc. Très rapidement, le Canada va signer ce document de capitulation. Vous avez, si vous regardez le document, vous pouvez le trouver encore sur Internet, vous avez une ligne pour le représentant japonais, une ligne pour le représentant américain, qui est Douglas MacArthur, celui qu'on voit ici sur cette image. Et il y a 8 autres États, je pense, qui sont invités à signer l'acte de capitulation japonais, dont le Canada. Et il y a plusieurs copies, naturellement. Il faut signer une copie pour le Japon, une copie pour les États-Unis, une copie pour l'Angleterre. Sur la première copie, celle qui est destinée au Japon,
le représentant canadien, qui est un général, en fait, c'est l'attaché militaire canadien en Australie, qui est un vieux soldat qui a perdu un œil au cours de la Première Guerre mondiale, qui ne voit pas très bien, ben, il va signer sur la mauvaise ligne. Il va signer à la place du représentant français. C'est bien que tous les autres sont obligés de se décaler. Tu vois, et les Japonais sont furieux contre les Canadiens parce que c'est presque un moment aussi solennel, un moment aussi important pour eux. Ben, on va en parler sûrement dans un autre épisode cette saison, là, mais un moment où est-ce que le Japon, puissance orientale, donne donne le gouvernement de son État à un État occidental. Et puis, tu as le Canadien. C'est nous autres, ça. C'est vraiment Canadien. Ah, j'ai signé à mauvaise ligne, bon temps. Et je répète encore aussi dans cette histoire-là, j'ai visité le USS Missouri qui est ancré à Pearl Harbor. Vous pouvez le visiter ce navire-là. Et vous avez une reproduction de ce document-là, de la copie japonaise qui est affichée. Et là, vous avez des guides qui racontent l'histoire. Moi, le jour où je suis passé, c'est un Marine américain, OK? C'est un soldat américain qui est le guide là, sur le bateau. Et il raconte cette histoire-là de la signature à mauvaise ligne, puis il croit bon d'ajouter « It must be a Quebec ». C'est probablement un Québécois qui signe. Oh là là! Je me souviens, puis il était tout entouré par des touristes américains. Même lui, il a l'air de la trouver bonne. Oh là 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 là! Et donc, c'est ça. Mais aussi, la capitulation japonaise marque le début de l'occupation du Japon par les États-Unis, ce qui est absolument extraordinaire pour, tu l'as dit tantôt, pour les Japonais. Le Japon n'a pas été occupé par des forces ennemies depuis 1000 ans. C'est comme pas plus que... C'est les Mongols à Gengis Khan, c'est ça? Ben, même pas. Ils n'ont pas été capables de... Non, c'est vrai, ils n'ont pas été capables. C'est une tempête qui a empêché. Oui, la tempête kamikaze, effectivement, le vent divin. Le vent divin, oui. Mais donc, on n'a pas dans la mémoire collective des Japonais une idée de l'occupation. Imaginez-vous, pour les auditeurs du Québec ou du Canada, pour les auditeurs du Québec, la dernière occupation qu'on a eue, c'est après la guerre des 7 ans, il y a presque 300 ans. Tu sais. Donc, c'est très lointain pour nous. Alors que pour les Japonais, c'est encore plus lointain. Il faut vraiment, je ne suis même pas sûr, je trouve qu'il faut remonter pour ça. On dit 1000 ans, mais depuis tantôt, Stéphane, j'essaie de voir dans l'histoire japonaise quand est-ce qu'une puissance étrangère a pris possession du Japon. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Alors, il faudrait que j'aille rechercher parce que ça ne me dit rien. Et donc, le choc est énorme pour la société japonaise de 1945 de voir ces soldats américains qu'on redoute, qu'on considère comme étant des pires barbares. Donc, de les voir débarquer, occuper le Japon, dicter la Constitution, tout ça, ça va être un traumatisme pour la société japonaise. Est-ce qu'il va y avoir des conflits dans la rue, justement? Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont se rebeller contre le pouvoir américain? Parce qu'il faut dire, MacArthur va arriver là, puis c'est lui le nouveau premier ministre du Japon. C'est lui qui va diriger le Japon totalement. Là. Le gouverneur, on va dire ça comme ça. Le gouverneur, oui, c'est ça. Ouais. Mais non, pas à ma connaissance. Les Japonais, d'ailleurs, sont très occupés à reconstruire leur société. Les Américains vont mettre assez rapidement l'équivalent asiatique du plan Marshall, donc le plan d'aide économique pour se remettre de la guerre, et accessoirement éviter que les communistes ne prennent le pouvoir. Donc, il y a une frénésie économique qui va se mettre en place où la société japonaise va se mettre à la reconstruction, et il faut l'avouer, avec énormément de succès. Est-ce qu'on peut expliquer ça comme ça, avec le miracle japonais, le miracle économique japonais qui va s'en suivre? C'est un peu une des raisons pourquoi on ne va pas se rebeller contre les Américains qui ont pris possession du territoire, ou c'est trop tôt, parce qu'on s'entend, le Japon, en guillemets, va être redonné au début des années 50, fin 40, début 50. 1951. En fait, la fin de l'occupation américaine, c'est le traité de San Francisco 1951, et les derniers soldats, l'occupation se termine en 1952. Est-ce qu'on peut dire que la bonne entente, façon de parler entre les Japonais et les Américains, c'est un peu explicable par ça? Ou on n'a pas tenté de les humilier? On n'a pas fait
On n'a pas fait on n'a pas fait en sorte que les Japonais deviennent des esclaves, on va le dire. Non, mais quand même, on va punir les Japonais de leur comportement de la guerre. Il va y avoir l'équivalent du procès de Nuremberg. C'est ce qu'on appelle le procès de Tokyo, où on va. On parler de ça dans un autre épisode. Ouais, je me souviens. Le procès de Tokyo. OK, ouais. Le procès de Tokyo, oui. Et c'est vrai qu'en fait, il n'y aura pas une animosité entre Japonais et Américains, mais une forme de distance qui va rester toujours entre les deux. Le Japon va bénéficier d'un certain nombre de choses parce que paradoxalement, pour une société industrielle, tu sais, quand tu fais détruire ton industrie au complet, soit ça te casse les reins définitivement, soit que c'est presque une opportunité où tu reconstruis à neuf. C'est-à-dire que là, tu refais ton économie, mais tu sais, selon des standards contemporains, puis tu sais, et les grands trusts japonais vont être laissés en place. Tu sais, on va réorganiser les choses, ceux qui ont collaboré un peu trop avec les militaires, tout ça, tu sais. Mais quand même, les grandes compagnies japonaises qu'on a aujourd'hui, vous pouvez suivre leur filiation jusque pendant la guerre, voire jusqu'au tournant du 20e siècle. Et ça, l'organisation de la société japonaise, qu'on appelait aussi le modèle Toyota, non, c'est le toyotisme. C'est la manière dont on va organiser la production, le travail à la chaîne qui est différent du Fordisme, va probablement contribuer beaucoup au succès de la société japonaise. Et éventuellement aussi, un peu comme c'est le cas pour le Canada, une partie du succès économique vient du fait que dans la mesure où les Japonais n'ont plus le droit d'avoir une armée, tu n'as plus besoin de mettre ton argent dans la défense. Tu peux mettre ton argent ailleurs. Tu sais, c'est de faire une forme de free riding comme les Canadiens. Ce qu'on appelle un passager clandestin comme les Canadiens peuvent faire. Aujourd'hui, le Japon, est-ce qu'ils ont le droit d'avoir une certaine armée de défense? Est-ce que ça tient encore, ça, cette clause-là de la reddition, que le Japon n'a pas le droit d'avoir une armée offensive? Oui. Pour être plus précis, la constitution japonaise imposée par les Américains, donc après la guerre, contient un article, l'article 9, qui dit que le Japon renonce à la guerre ou à l'agression comme moyen de politique étrangère et donc il n'a plus de forces armées qui peuvent mener une agression semblable. On va quand même se doter de forces d'autodéfense. Les Américains sont bien contents parce qu'on a toujours, pendant la guerre froide, on ne veut pas être les seuls à défendre le Japon, mais ces troupes-là, ces forces, ce qu'on appelle les forces d'autodéfense japonaises, n'ont pas le droit d'intervenir à l'étranger. Ils n'ont pas le droit de sortir du territoire national. Il va y avoir des premières exceptions dans le cadre du maintien de la paix. Par exemple, je pense au cours de la guerre en ex-Yougoslavie, vous allez avoir les premiers contingents japonais qui vont être déployés où je me demande, c'est pas pendant la guerre en Afghanistan, mais là, on ouvre des brèches dans ce principe-là. Mais dans la politique japonaise, depuis les années 70-80, tu as constamment des gens qui demandent l'abolition de l'article 9, comme de redevenir une puissance militaire normale. Donc, ce débat-là, mais si vous regardez. On pourrait leur donner ça, non? Je sais pas. C'est pas une menace. Le Japon, là, c'est un pays très pacifiste. Ou on aurait envie de dire, on aimerait bien peut-être que d'autres États les émulent, que d'autres États. Je sais pas, mais depuis 80 ans, je crois qu'ils ont payé. Ils ont payé pour. Là. Si l'Allemagne a le droit, pourquoi pas le Japon? Oui, mais les Allemands aussi, on va dire deux choses, je pense. Les Allemands, vous avez ce débat-là actuellement parce qu'on parle d'augmenter substantiellement le budget de la défense en Allemagne. On a tellement enseigné la culpabilité aux générations qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale que vous avez énormément de résistance dans la société allemande pour se réarmer. Et d'autres, l'introspection que les Allemands ont faite après la Deuxième Guerre mondiale, j'ai toujours cru qu'elle était beaucoup plus profonde que celle que la société japonaise a faite. Par exemple, les crimes de guerre sont toujours quelque chose de tabou comme sujet de discussion. Ça m'a surpris. Tu as dit justement quand tu es passé à Aujourd'hui l'Histoire que le Japon... non, excuse-moi, c'est dans notre dernier épisode. Mais parle-nous-en justement. Le Japon, c'est quoi? Elle n'a jamais vraiment reconnu ses erreurs, ses exactions faites en Mandchourie et autres. Du bout des lèvres, et à l'exception de ceux qui ont été reconnus coupables par les Américains
au tribunal de Tokyo. Et généralement, c'est aussi une manière qui va permettre aux Japonais de s'en sortir du pire de ce qu'ils ont fait. C'est que ce qui est le plus important pour les alliés occidentaux au tribunal de Tokyo, c'est de juger les officiers japonais qui ont commis des crimes contre les prisonniers occidentaux, contre les Américains, contre les Canadiens, contre les Britanniques. C'est pour ça que le gouvernement canadien va participer à l'organisation des procès de Tokyo. Mais le pire des crimes que les Japonais ont fait sur les populations chinoises, sur les populations coréennes, dans tous les territoires occupés, l'unité 731, etc. L'unité 731, effectivement, qui est une unité d'expérimentation absolument horrible, qui fait des expérimentations sur des êtres humains vivants. Comparable à Auschwitz et puis à... Oui, comparable à ce que les médecins SS ont fait en Europe. Mais c'est à une échelle, je pense qu'ils ont été très, très actifs aussi. Mais tout ça, on va le balayer sous le tapis. Et surtout, on ne veut pas, au Japon, remettre en question, avoir une prise qui pourrait remettre en question la légitimité de l'empereur. Donc, ce n'est pas possible que des crimes aient été commis sous la direction de l'empereur Hirohito au cours de la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est l'incriminer lui-même d'une certaine manière. Et c'est ça qui fait que tu as une négation au Japon. En tout cas, on n'en parle pas. C'est pas un sujet dont on parle à la table. Tu n'évoques pas cette question-là. Et on dit... Allez pas à Tokyo puis commencer à dire, Hirohito, il a vraiment accepté le fait qu'il y ait l'unité 731 à vouler. Allez pas dire ça à un Japonais à Tokyo, OK? Par contre, à Tokyo, faites pas ça. À Tokyo, vous pouvez aller au temple où on honore la mémoire des guerriers, surtout des officiers morts à la guerre. Vous avez des centaines de milliers, enfin des dizaines de milliers de noms qui sont inscrits, je pense, sur les murs de ce temple-là. Et vous avez plein de noms de gens qui ont été soupçonnés de crimes de guerre et qui n'ont jamais été confrontés à ça. C'est devenu le symbole, si tu veux, de l'aveuglement volontaire de la société japonaise sur cette partie-là de son histoire. Alors que l'inverse, les historiens allemands ont creusé. Ils ont accepté leur faute, là, les Allemands. Oui, puis tu sais, je veux dire, encore aujourd'hui, les historiens allemands contribuent très largement à l'évolution de l'historiographie sur le nazisme et sur la Deuxième Guerre mondiale. Alors qu'au Japon, ça demeure encore tabou. Quand même incroyable. Hein? Faudrait me parler avec un sociologue, justement, de la société allemande dans les 80 dernières années. C'est incroyable comment un peuple a radicalement changé comme ça. Tu parles justement des chercheurs allemands qui acceptent leur histoire, qui participent à la recherche, etc. C'est complètement fou. C'est beau de voir ça, justement, le repentir. On pourrait trouver quelques exemples de sociétés comme ça qui se remettent en question suite à des chocs profonds. J'ai hâte de voir les États-Unis dans les années 2050, comment ils vont se repentir de ça. de la dérive qu'ils vivent en ce moment. Mais là, on tombe dans le domaine du fantasme politique. Oui, c'est ça, c'est vraiment c'est fantasmagorique. Professeur Roussel, on va arrêter là. Tu vois, Stéphane, on n'est pas capable de faire une heure et quart encore. Regarde le cadran. Pas capable, mais c'était succulent encore, professeur Roussel. Merci de nous avoir parlé de ça. Merci de l'invitation. Oui. C'est pas une invitation. Tu es chez toi ici, Stéphane. Je vais finir par l'admettre, effectivement. Que, je vais finir par amener mes pantoufles. Moi, je suis en pantoufle. Je suis en pyjama. Vous ne le voyez pas, mais moi, je suis tout le temps en pyjama quand je fais sur la tête et ça. Merci, Stéphane Roussel, professeur Roussel, pour cet épisode. Mais merci à l'auditoire aussi. Il y a des commentaires. Puis même des commentaires, là, il y a des commentaires live que vous pouvez faire, mais aussi, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des suggestions, des idées, même des commentaires critiques. Là. Ouais, on est preneurs, c'est vrai. Même surtout pour nos membres Patreon, là, si vous avez des idées d'épisodes, de sujets, on est preneurs, même si on a tout le temps quelque chose à parler, n'est-ce pas? Alors, merci beaucoup, Stéphane. Merci aux membres Patreon d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, les abonnés, d'écouter cet épisode, d'avoir écouté cet épisode et puis de nous suivre sur les différentes plateformes
Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère fortement de le faire. Alors, soit par Apple Podcasts, Spotify, Balado Québec et puis YouTube au Sur la Terre des Hommes podcast. Je vous rappelle, comme j'ai dit en début d'épisode, allez vous abonner aux archives. Alors, les archives de SLTDH sur les plateformes. Là, je n'ai pas fait une page YouTube. Pour ça, ça devrait venir. J'aimerais ça. Publicise-le. Oui, YouTube, ça s'en vient. OK? Pas tout de suite, là, mais il va falloir que je me dépêche parce qu'en même temps, il n'y a pas de vidéo de cette époque-là. 2018, je ne filmais rien. Fait qu'il va falloir que je m'attelle à un autre format. Mais quand même, ça s'en vient. Mais en attendant. Demande à l'intelligence artificielle donne des photos de toi de l'époque à l'intelligence artificielle. Là. Fais-moi parler, s'il te plaît, ChatGPT. Oui, voilà. Alors, en attendant, en podcast, c'est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Allez, si vous connaissez Sur la Terre des Hommes depuis 1 an, ça vaut la peine. Allez prendre 28 minutes pour écouter l'épisode 1 et puis l'épisode 2. Si vous allez voir l'évolution de cette émission-là. Alors, voilà. Les archives de SLTDH. Merci aux patrons, les curieux stagiaires et historiens érudits, nos 3 orateurs, Construction avec un S, Rivard de Rwanda, Miel Habitémis et puis Croque-Bête de l'île Bizarre. Pour les rejoindre, c'est très facile, le patreon.com/SLTDH. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.